Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Immo. Au sommaire de cette édition, on va tout d'abord s'intéresser à l'immobilier d'entreprise. Alors est-ce vraiment la reprise ou est-ce une reprise en trompe-l'œil ? On s'intéressera dans le débat à la transformation des bureaux. Est-ce vraiment possible ? Et enfin, une fondation pour combattre le mal logement. Smart Immo, c'est parti. Dans Smart Immo, tout de suite, on s'intéresse à l'immobilier d'entreprise. Premier trimestre plutôt en forme, avec 3,2 milliards d'euros investis, mais qui se concentre sur 3 méga deals. Alors, est-ce qu'on est sur une reprise en trompe-l'œil ? On pose la question à notre invité, c'est un expert, Nicolas Brosseau. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le directeur général de Catella Valuation. Et avec vous, on se penche justement sur cette hausse impressionnante des volumes investis au T1 2025. Mais je le disais, voilà, 3 méga deals que vous allez nous citer parce que vous les connaissez bien. Où en est-on actuellement sur cet immobilier d'entreprise ? Alors sur ces 3,2 milliards d'euros investis, effectivement, plus 46% par rapport au premier trimestre 2024, il y a environ 1 milliard d'euros, un peu plus, concentrés sur 3 opérations importantes. La revente par Kering d'une quote-part d'une société qui porte 2 actifs parisiens auprès d'Ardian et de plusieurs investisseurs institutionnels pour environ 840 millions d'euros. La cession d'une partie, pareil, d'une quote-part du Forum des Halles par Unibail-Rodamco à la Caisse des dépôts pour environ 300 millions d'euros. Et la cession d'un immeuble 280 à Boulevard Saint-Germain, pareil, pour 250 millions d'euros. Donc voilà, ces 3 deals correspondent plus ou moins à la hausse du montant investi par rapport au T1 2024. Est-ce que cet immobilier d'entreprise, on parle beaucoup de crise de l'immobilier en ce moment, sur le logement, sur les bureaux, il a été également affecté ? Alors, l'immobilier d'entreprise a été très affecté. La hausse brutale des taux d'intérêt en 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine et aussi suite au Covid, a affecté directement les volumes. On était, pour rappel, au plus haut du marché à 37 milliards d'euros investis en 2021. L'an dernier, on était à 12 milliards. Ah oui. Donc un marché divisé par 3 en 4 ans, donc très fortement impacté au niveau du marché de l'investissement, impacté aussi au niveau du marché de la location, notamment des bureaux en Île-de-France, parce qu'on est passé d'une moyenne décennale autour de 2 millions de mètres carrés par an, un volume plutôt qui va cette année être compris entre 1,5 million et 1,8 million de mètres carrés. Et surtout une offre de bureaux qui n'a cessé de gonfler depuis 3 ou 4 ans pour atteindre presque plus de 6 millions de mètres carrés aujourd'hui en Île-de-France disponibles et vides et alloués sur le marché. Et surtout vide, puisque la demande placée est en baisse pour les bureaux, mais également pour la logistique. Et pourtant, on voit que mois après mois, année après année, les investisseurs sont toujours positionnés sur ces segments. Pourquoi cet attrait, Nicolas ? Alors, sur les bureaux, je dirais que l'investissement il est concentré dans Paris, où le taux de vacances est bien plus bas que dans les communes de la première et de la deuxième couronne. Le quartier Exactement, central, quartier central des affaires, même le QSA élargi au 6e, 7e arrondissement. Voilà. Donc là, les investisseurs sont prêts à investir des beaux immeubles corps ou alors des immeubles à repositionner, à rénover, à restructurer pour pouvoir les louer. Donc des marchés dans lesquels la demande placée est importante et sur lesquels ils ont quelques certitudes de location. En logistique, c'est un peu différent. Quand on achète une plateforme logistique, un entrepôt, c'est souvent, même 99% des cas, un entrepôt qui est loué avec un bail de longue durée à un utilisateur de très bonne qualité. Ça peut être Amazon, ça peut être Carrefour, avec des baux souvent de 9 ou 12 ans. Donc le marché qui fait effectivement moins 2% des demandes placées en logistique, le marché de l'investissement est moins impacté parce qu'on achète un produit, quasiment un produit financier, l'équivalent d'une obligation sur Amazon ou sur Carrefour, modulo, ce qui se passe au bout de 9 ou 12 ans. Voilà. Paris Intramuros, vous l'avez dit, concentre plus de la moitié des volumes. Les régions tirent également leur épingle du jeu. Alors, est-ce que c'est le signe d'une nouvelle géographie de l'investissement en France ? Alors, c'est le signe clairement sur les bureaux d'une nouvelle géographie. Comme on l'a dit, depuis 3 ans, Paris concentre la majorité des investissements. La première, la deuxième couronne, les quartiers périphériques, notamment même le quartier de la Défense, quartier d'affaires important, ne sont plus du tout recherchés par les investisseurs en raison du marché locatif qui est moins bon, même si à la Défense, le marché locatif reste élevé. Mais à la Défense, on a des tours. Des tours, c'est beaucoup de mètres carrés, des gros volumes. En moyenne, une tour, c'est 500 millions, 600 millions. On n'a pas depuis 2 ans, on n'avait plus depuis 2 ans d'investisseurs capables de se positionner sur des deals de cette importance. Les investisseurs étaient plutôt concentrés sur les nouvelles SCPI, des gros privés, des sociétés de luxe qui effectivement achetaient des immeubles de plus petit volume, plutôt dans Paris. Voilà. Et pour la région, comme on l'a dit, la demande en logistique est très forte.
Donc la logistique a drivé l'essentiel de l'investissement en région, ainsi que les commerces, les portefeuilles d'enseignes, Carrefour qui vend ses supermarchés. Voilà, ça c'est en région, donc ça explique le fait que la région se tienne bien effectivement. Ouais, on parle d'une région comme si c'était uniforme. C'est quoi? C'est le bassin lyonnais notamment, qui est PACA, qui tire son épingle. Alors sur la logistique, on a toujours cette fameuse dorsale qui part de Lille, qui passe par l'Île-de-France, par Lyon, qui va jusqu'à Marseille, qui tire son épingle du jeu. 3 des grosses transactions qu'on a depuis le début de l'année sont sur la dorsale en logistique, effectivement. Mais on a maintenant aussi un barycentre qui se déplace sur certains secteurs qu'on considérait il y a 10 ans un peu comme plus périphériques en logistique, qui correspondent à des bassins de consommation, bassins d'emploi où les logisticiens maintenant aiment bien s'implanter, il y a moins de concurrence. Voilà. Il faut quand même rester connecté à des réseaux, notamment autoroutiers, c'est primordial. Bien sûr. Contexte de taux, alors on l'a dit, c'est en train de baisser, mais c'est toujours élevé, puis la croissance n'est pas forcément au rendez-vous. Quels sont les actifs aujourd'hui qui sont les plus résilients et pourquoi? Alors les actifs résilients, il y a plusieurs catégories. Je pense qu'aujourd'hui, le scope d'investissement de beaucoup d'investisseurs, c'est le résidentiel géré, Oui. c'est-à-dire la résidence étudiante, le co-living, un peu moins la résidence senior, pour des raisons, après les scandales Orpea et tout, même si les résidences seniors ne sont pas forcément directement concernées, mais voilà, un petit peu moins recherchées. Donc ça, c'est vraiment dans le scope d'investisseurs, mais l'offre est faible, il n'y a pas beaucoup de produits sur le marché. Voilà, donc ça nous donne des volumes d'investissement assez faibles sur ces produits-là. L'hôtellerie se défend toujours bien, on est toujours très sous-équipé en hôtellerie, notamment en Ile-de-France. Les valeurs d'hôtels augmentent beaucoup. Oui. La demande a changé avant, les investisseurs achetaient juste les murs des hôtels. Aujourd'hui, ils veulent les murs et le fonds de commerce, pouvoir repositionner les hôtels et profiter d'un effet chiffre d'affaires sur leur valorisation. Avec une montée en gamme, souvent. Avec une montée en gamme, très souvent, effectivement. Alors, pas jusqu'au Palace, mais effectivement, passer le 3 étoiles en 4 étoiles, 2 étoiles en 4 étoiles, ça marche très bien. Il y a beaucoup d'exemples dans Paris, effectivement, avec des travaux très importants, mais qui sont assez vite amortis, justement, quand on détient le fonds de commerce. Tout Bien à sûr. fait. Enfin, vous parlez d'une phase de repositionnement du marché actuellement. Concrètement, et pour votre métier, à quoi cela ressemble côté valorisation et comportement des investisseurs? Alors, comme on l'a dit, depuis 2022, le marché de l'investissement a considérablement baissé. Ça induit, et les taux d'intérêt ont considérablement monté. Ça induit quoi? Ça induit des baisses de valeur assez généralisées, même si elles ne sont pas uniformes sur tous les produits et toutes les localisations. On a baissé beaucoup les valeurs. C'est ce qui permet aussi probablement au marché de redémarrer un peu aujourd'hui. Les valeurs étant baissées, les prétentions des vendeurs ayant baissé, elles rencontrent un peu plus souvent les envies des acquéreurs. Voilà. Le fait qu'il y ait eu plusieurs deals importants dans Paris, même à la Défense, nous permet, nous, évaluateurs, de aussi repositionner nos évaluations par rapport à ces deals. Voilà, on n'avait pas de deal important depuis 2 ans. On naviguait un peu à vue, on faisait ça par analogie à d'autres localisations, Oui. à des immeubles plus petits. Voilà. Là, ça nous permet de repositionner un peu nos valeurs et on espère aider le marché à redémarrer. Eh bien, on le souhaite, on observera les chiffres des trimestres prochains. Merci pour cet éclairage, Nicolas Brosseau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Catella Valuation et à très bientôt dans Smart Imo. Merci beaucoup, Fabrice. Tout de suite, c'est l'heure du débat dans Smart Imo. Tour vide, loyer en berne, quartier d'affaires qui sonne creux. La crise du bureau frappe fort. Enfin, pendant ce temps, on sait bien que la demande de logement est en train d'exploser. Alors face à ce paradoxe, que faire? Peut-être la solution, ce serait de convertir ou reconvertir ces bureaux en logement. Sur le papier, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas forcément. On en discute avec 2 experts, des experts de JLL. Flore Prader, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice recherche et prospective bureau de demain chez JLL, bienvenue à vous. Merci. Et vous êtes venu en compagnie de Antoine Chambrin. Antoine, bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur conseil, toujours chez JLL, avec une étude qui vient de paraître justement sur ces bureaux, sur ce défi de la reconversion. Alors, c'est un mythe ou une réalité? C'est ce qu'on va voir avec vous. Flore Prader, on parle de 6 millions de mètres carrés de bureaux vacants en Ile-de-France. Quelle est aujourd'hui exactement la réalité du marché et surtout comment en est-on arrivé à une telle situation? Alors, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, le sujet, c'est que aujourd'hui, on a un problème déjà au niveau des modes de travail. Donc, les modes de travail, on le sait tous, le télétravail s'est énormément déployé. Oui. Et ça crée des vraies situations qu'on ne connaissait pas auparavant, des situations inédites, avec des bureaux qui sont beaucoup moins fréquentés que ce qu'on avait pu connaître par le passé. Notamment le lundi et le vendredi, m'a-t-on dit. Totalement. Il y a vraiment des phénomènes de pic, de fréquentation et de baisse drastique. Pour vous donner une idée, le bureau le vendredi, c'est en moyenne 20 à 30% de fréquentation. Donc Oui. ça vous donne un peu un état des lieux. Et par-dessus ça, donc il y a déjà cette strate nouveau mode de travail. Et en parallèle, vous l'évoquiez dans votre introduction, il y a un sujet aussi de nouveaux usages et d'inadéquation finalement entre des immeubles remplis de bureaux
et des besoins de la population qui évoluent. Notamment, on a un sujet sur le logement, un manque criant de logement aujourd'hui. C'est vrai. Et un autre sujet sur aussi l'accès, par exemple, aux services publics. On sait qu'aujourd'hui, un quart des Français nous disent qu'ils n'ont pas accès aux services de première nécessité. Ils estiment ne pas y avoir accès. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'on se retrouve avec des immeubles qui nous vendent du bureau de façon pléthorique. C'est vrai. Et trop de bureaux, mais pas de réponse aux besoins des populations. Donc le sujet qui était auparavant économique devient un sujet social, sociétal. À tel point que votre étude révèle que 64% des décideurs observent un taux de fréquentation inférieur à 60%. On se demande, Flore, si ça ne remet pas tout simplement en question le modèle traditionnel du bureau. On entend souvent « le bureau est mort ». Est-ce que c'est vrai ? Alors oui, totalement. C'est vrai que ça challenge les modèles traditionnels. Le bureau est mort, je ne pense pas. C'est vraiment mon sujet de prédilection. Je travaille beaucoup sur ce thème-là. Et le bureau, en fait, va avoir plein d'autres usages dans le futur. Mais la question, c'est est-ce qu'un immeuble demain ne doit contenir que du bureau ou est-ce qu'il peut apporter autre chose ? Et c'est vraiment ça le sujet aujourd'hui, le challenge pour nos architectes, nos AMO, c'est d'imaginer cette autre brique qui sera complémentaire au bureau. Et donc, on est en train de glisser vers de la mixité, en fait, de la mixité d'usage. C'est vraiment ça le défi de demain. Oui, un bâtiment multimodal, un bâtiment avec une haute intensité d'usage. Ça peut être effectivement des solutions. Antoine Chambin, juste réaction. Je vous ai vu réagir quand on parlait de télétravail. On a l'impression qu'on est allé très loin dans le télétravail à une époque, juste après le Covid, et qu'on est en train de revenir. On parle de maintenant, on n'a plus les 3 jours, on a 2 jours, voire 1 jour et demi, voire un seul jour. Certaines entreprises sont allées très très loin en imposant 1 jour en présentiel sur site. Oui. Et en réduisant vraiment leur empreinte de mètres carrés en bureau. C'est le cas de grands groupes automobiles notamment. C'est compliqué de faire revenir les gens au travail, même s'il y a une demande quand même des différents employés, salariés de ces entreprises. Et à l'inverse, on a aussi des tours, je pense notamment à la Défense, qui ferment complètement le vendredi. C'est-à-dire qui imposent le vendredi en télétravail et qui ferment pour économiser des coûts de maintenance, notamment dans des immeubles de grande hauteur où les coûts sont explosent. Donc il y a aussi cet enjeu d'économie de coûts, d'économie de surface, d'économie de coûts d'exploitation. Ouais, fermeture le vendredi carrément. Vendredi, samedi, dimanche, des économies à la clé. Et ce qui est intéressant d'ailleurs sur ce sujet, je me permets, c'est aussi la question justement de l'intensité d'usage et se dire là où traditionnellement on regardait des coûts au mètre carré, des coûts au poste de travail, aujourd'hui la question clé c'est est-ce que mes bureaux sont utilisés, l'intensité d'usage. Alors justement, Antoine, vous évoquez un nouvel usage urbain des bureaux au-delà du logement, parce qu'il n'y a pas que le logement. Quel service ou type d'activité pourrait émerger ? Eh bien, il y en a de plus en plus. Évidemment, on pense au logement en accession, logement social, mais on pense également au résidentiel géré. Et quand on parle résidentiel géré, ça recouvre tout un tas de réalités différentes. Ça peut être de résidence étudiante, résidence senior, co-living, build to rent. Sur la partie plutôt hôtelière, on a du branded apartments, qui sont des appartements qui ont les mêmes services qu'un hôtel, de l'hôtellerie. Et vraiment, c'est un petit peu comme quand on a lancé l'activité, l'industrie, où vraiment l'activité urbaine recouvre aussi tout un tas de réalités différentes. Des dark kitchens, dont on a beaucoup parlé à Paris, et évidemment la logistique urbaine, de la messagerie. On commence à voir émerger évidemment aussi des sujets de data center urbain avec tout ce sujet d'IA. On n'est plus non plus que sur des très gros data centers hyperscale en première ou deuxième couronne d'Île-de-France ou de grandes métropoles. Donc vraiment, les immeubles sont regardés de plus en plus à l'aune de tous ces usages différents qu'il faut arriver à maîtriser, dont il faut connaître les enjeux, les défis, notamment pour arriver à créer de la valeur sur les actifs un petit peu en déshérence de bureaux. Oui, justement, à l'heure où les bureaux sont délaissés, on se dit, tiens, ça peut sembler évident de faire cette transformation des usages. Dans les faits, quels sont les principaux freins qu'on rencontre ? Est-ce que c'est uniquement économique ? Alors, c'est principalement économique, et les freins se retrouvent vraiment sur ce domaine-là, sur ce terrain-là de l'économique, mais il y a d'abord un sujet évidemment d'efficacité des surfaces. Le bureau est très efficace en termes de surface, en termes de surface valorisable par rapport à la surface construite, donc surface utile sur la surface de plancher. Quand vous êtes sur du logement, évidemment, il y a une perte de surface sur les parties communes, une perte de surface valorisable, donc c'est déjà un premier sujet, ou d'autres usages autres également, notamment je pense à l'hôtellerie.
Il y a un sujet aussi d'obsolescence des bureaux, des bureaux qui ne sont pas forcément toujours très bien, qui n'ont pas toujours été très bien construits. Et donc une refonte totalement des systèmes techniques qui ont un coût, certains de plus en plus, et notamment on l'a vu avec la guerre en Ukraine et l'explosion du coût des matières premières, notamment sur les corps d'état techniques. Et puis après, il y a des freins évidemment réglementaires, politiques également. Puisque une taxe, un bureau, c'est une taxe de bureau annuelle, une rente annuelle pour des collectivités, alors qu'un logement, par exemple, c'est une sortie d'argent pour une collectivité qui doit financer des équipements publics. Donc manque à gagner et puis équipement public en plus à financer. Donc ça peut alourdir la facture pour la collectivité. Flore Padrère, justement, vous avez identifié 6 piliers pour créer de la valeur autour de ces transformations. Alors on peut les citer et puis vous allez nous dire sur ces 6, quel est le plus stratégique, bien sûr. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, on a associé beaucoup d'acteurs de l'immobilier autour de la table et on a vraiment eu ce débat de fond sur la valeur. Parce qu'effectivement, si on s'en tient à la valeur économique, c'est très difficile d'avancer dans ces projets. On voit bien, Antoine, tu le dis bien, l'économique ne suit pas toujours. En revanche, il y a plein d'autres leviers de création de valeur. Et donc, on note notamment la valeur sociale, environnementale, la valeur d'usage, la valeur réputationnelle. Quelle image ça me donne, moi, en tant qu'investisseur, en tant que contributeur à la fabrique de la ville. La valeur patrimoniale aussi, penser sur le temps long, pas penser uniquement là pour les 6 prochains mois, les 2 prochaines années. C'est se dire, à long terme, est-ce que mon patrimoine s'est valorisé ou pas ? Et ce qui est intéressant, c'est que clairement, aujourd'hui, on a un glissement et un accord, une convergence, en fait, de toutes les parties sur la valeur sociale. Alors, qu'est-ce que c'est cette valeur sociale ? Alors, la valeur sociale, c'est répondre aux besoins de société, en fait. Et tout à l'heure, vous évoquiez la question du télétravail et de la difficulté à faire revenir sur site. Et on voit qu'aujourd'hui, même pour l'employeur, arriver à proposer cette valeur, cet impact social positif, ça devient un levier pour faire revenir les gens sur site. Parce qu'on est fier que l'entreprise contribue à la fabrique de la ville, contribue en apportant des services, une crèche qui est ouverte à la fois aux résidents de l'immeuble, mais aussi aux résidents du quartier. Donc c'est comme ça que petit à petit, on glisse vers cette valeur sociale. Et il y a convergence. Très bien, valeur sociale plutôt que valeur verte qu'on avait en tête un petit peu, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Antoine, est-ce qu'on a des exemples justement de transformation de ces bureaux qui se passent en ce moment et qui se passent bien ? On n'en a pas beaucoup, pour être tout à fait transparent. On en a eu quelques-uns, notamment quand tous les intérêts de toutes les parties prenantes, et je pense aux investisseurs, aux développeurs promoteurs, aux usagers, aux futurs usagers et évidemment aux collectivités, puisqu'il faut ce dialogue-là pour aller au bout. Et quand ce dialogue est fait en amont, avec une convergence des intérêts, cela s'observe. Alors où ça, notamment ? Alors on l'a vu à Issy-les-Moulineaux, sur une transformation bureau en logement, pour le coup, logement en accession libre, permise par le PLU, donc le plan local d'urbanisme, la réglementation locale, où la mairie nous a dit, on est OK, cela peut se faire, bureau, logement, et c'est allé au bout. Il y a une petite perte de valeur, certes, mais que le propriétaire était prêt à prendre. Voilà, c'est ça, vous dites, il faut peut-être que les investisseurs acceptent à un moment sur un immeuble de bureau obsolète ou en transformation de se couper un bras de manière économique, mais pour ne pas perdre ni les 2 bras ni les 2 jambes. C'est un petit peu ça. On sort quand même, il ne faut pas l'oublier, d'une période un peu folle, d'une dizaine d'années, avec des emprunts quasiment à zéro, voire en négatif, qui a créé... Alors, j'ai pas envie de parler de bulles immobilières, mais un peu des valeurs qui sont parties à des échelles complètement déconnectées. Et qui continuent d'ailleurs un peu de gravir, notamment c'est le cas dans le quartier central des affaires, avec des loyers qui ne cessent d'augmenter, un taux prime qui commence à se stabiliser, alors que les premières couronnes, et y compris Paris intramuros, commencent à être un petit peu plus en difficulté. Vous êtes gentil, c'est plutôt l'atterrissage, pas forcément en douceur, c'est même la gueule de bois pour certains. Hein. Pour certains, oui. Mais bon, c'est toujours pareil, quand il y a une exubérance un peu irrationnelle comme ça, on connaît ça sur les marchés, évidemment, les lendemains déchantent. Flore Padrère, je voudrais terminer avec justement cette montée, on le voit, des enjeux environnementaux, on parle de raréfaction du foncier. Est-ce que justement cette reconversion du bureau, est-ce que ça va devenir peut-être la norme pour refaçonner demain la ville de demain ? C'est vraiment notre conviction chez JLL parce que on est dans aujourd'hui une situation de blocage
Et il y a une prise de conscience généralisée de tous les acteurs. Alors, il faut trouver les bons compromis, mais du fait que le bureau l'espace, en fait, est une vraie ressource pour tous et qu'on doit mieux l'utiliser. Donc, mieux la mutualiser, aller vers de l'hybridation, de l'intensité d'usage, vraiment en faire un meilleur usage. Ouais, on peut imaginer, quand on parle d'intensité des usages, par exemple, que le bureau se transforme, alors peut-être pas le soir pour devenir une discothèque ou un bar, mais voilà. C'est presque ça. Certains veulent le faire. C'est possible d'avoir cette intensité. Totalement. Ou d'imaginer un auditorium qui se transforme en cinéma, par exemple. Oui, c'est totalement ça. En fait, on a déjà des exemples, pour le coup, d'entreprises assez avant-gardistes, et j'aime bien citer l'exemple de Blablacar. Blablacar prête ses salles de réunion aux âgés du quartier. En fait, les citoyens du quartier peuvent utiliser ces salles le soir et le week-end pour leurs réunions. Ça tombe bien, je crois qu'ils sont pas mal placés en plus. C'est ça, totalement. Voilà. Ça aide. Antoine, effectivement, on voit cette transformation. Vous avez parlé d'Issy-les-Moulineaux. Il y a un autre exemple, pareil, ou banlieue, proche banlieue. Il y a un exemple, Avenue de la République à Paris, d'un ancien garage Stellantis, donc Peugeot, qui va être transformé en logements sociaux, avec la conservation d'un maximum de planchers béton. Donc pas évident, parce qu'évidemment, ça n'était pas prévu initialement pour se transformer. Et je voudrais rebondir aussi sur ce que tu as dit, Flore. C'est vrai que l'enjeu va être aussi de mieux construire, de mieux anticiper toute cette mixité d'usage, pas forcément à l'échelle de l'immeuble, mais à une mixité d'usage dans le temps. Se dire, du bureau pourra devenir du logement pourra devenir de l'activité pourra redevenir du bureau ou du logement. C'est ce qu'on observe un petit peu sur des immeubles qui durent, qui sont typiquement les immeubles haussmanniens, qui ont été du logement, du bureau désormais, qui vont peut-être redevenir du logement. Condition de penser cette réversibilité en amont. Merci en tout cas pour ce défi, en tout cas la reconstruction la reconversion des bureaux. On l'a vu, en tout cas, il y a des solutions. Merci à Flore Prader et Antoine Chambrin de JLL et à très bientôt sur Smartimo. Merci à vous. Fabrice. Dans Smartimo, tout de suite, on s'intéresse à la philanthropie. On va découvrir la fondation Remake. Ça tombe bien, on est en compagnie de sa présidente, Hélène Deb. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes également associée de Remake, directrice marketing et communication. Vous venez de recevoir le trophée de la philanthropie catégorie Espoir pour cette fondation créée en 2024. Est-ce que vous pouvez nous en préciser les objectifs, notamment en matière d'habitat et d'inclusion sociale ? Eh bien déjà, merci Fabrice de m'inviter sur ce plateau pour parler de la Fondation Remake. La Fondation Remake, elle a été créée par Remake. Alors juste un petit aparté, Remake, c'est une jeune société de gestion spécialisée en immobilier. On a une SCPI qui s'appelle Remake Life avec 750 millions d'euros d'actifs sous gestion. Et dès le départ, dès la création de l'entreprise, nous avons voulu créer la Fondation Remake pour pouvoir nous agir en tant qu'entreprise sur la société, et effectivement le mal logement. Alors la Fondation Remake, elle va œuvrer effectivement sur le domaine du mal logement et puis aussi sur l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, mais bien évidemment pas que. En 2024, nous avons soutenu pour 180 000 euros 5 projets associatifs et en 2025, nous comptons également ressoutenir des associations à hauteur de 180 000 euros. Alors justement, parmi ces projets soutenus, une maison de colocation pour sans-abri à Clermont-Ferrand a été financée. Voilà, c'est ce type d'initiative que vous recherchez, que vous allez aider ? Oui, alors pour un peu éclaircir ce qu'est cette maison de colocation, c'est une colocation qui héberge à la fois des personnes sans-abri avec des jeunes actifs et c'est un projet qui est porté par l'association Lazare, une association que nous aimons depuis le début chez Remake. L'association Lazare, en fait, a un principe, c'est que une maison, ça n'est pas juste un hébergement, une colocation, ça n'est pas juste un hébergement, mais c'est un projet de vie commun entre deux mondes qui ne se seraient peut-être jamais croisés, des personnes qui sont à la rue et des jeunes actifs, dans l'idée en fait de montrer que l'immobilier peut être utile et réinsérer et recréer du lien entre les hommes. Bien sûr. La fondation est entièrement financée par Remake Asset Management. Comment cette démarche philanthropique s'articule avec justement les activités de la SCPI Remake Live ? Eh bien, c'est deux activités qui sont très différentes l'une de l'autre, mais qui sont tout à fait complémentaires. Nous avons d'une part la SCPI Remake Live qui a une poche sociale. 5 à 10% de la collecte qui est réalisée sur la SCPI finance un immobilier à utilité sociale. Et par ailleurs, nous avons cette fondation qui est financée intégralement par l'entreprise sur la base de son chiffre d'affaires, parce que nous considérons que notre métier,
c'est créer de la valeur pour nos épargnants, mais c'est aussi, une fois qu'on a créé cette valeur, c'est de pouvoir aussi la partager en tant qu'entreprise. Et donc, nous faisons des dons sur notre chiffre d'affaires à cette fondation. Et cette fondation, elle est gérée par 4 collaborateurs qui choisissent des projets qui sont totalement différents de ce qui est dans la SCPI. Et donc, c'est pour ça que nous considérons qu'en fait, ce sont 2 démarches tout à fait complémentaires. Tiens, justement, sur la sélection de projets, quels sont les critères de sélection? Puisque j'imagine que vous regardez, vous êtes à l'affût, entre guillemets, du marché. Comment se passe cette sélection pour 2025? Alors déjà, il y a un premier critère qui est très important, c'est qu'il faut que ça rentre dans notre objet de fondation. Donc, c'est-à-dire la lutte contre le mal-logement ou l'aide aux populations très vulnérables. Donc ça, c'est un critère qui est important. Par exemple, on n'ira pas sur de la recherche médicale ou sur des choses qui sont en dehors de ce scope-là. Oui. Un deuxième critère qui est très important aussi pour nous, c'est la durabilité des projets. Est-ce que ce projet s'inscrit dans la durée ou c'est juste une aide ponctuelle aux personnes qui sont aidées? Nous, on préfère des projets qui aident dans la durée et justement pouvoir les accompagner aussi dans la durée sur le montage de ces projets. Et un autre critère qui est très important pour nous, c'est le coup de cœur. On rencontre les associations, on va rencontrer les bénévoles, on va rencontrer les salariés, on va aussi rencontrer les bénéficiaires de ces associations et de ces projets associatifs. Et en fait, on fonctionne au coup de cœur, à l'énergie qui sont déployées par ces bénévoles et ces salariés dans des conditions parfois très difficiles, dans des contraintes financières qui sont importantes. Et c'est comme ça que nous choisissons au sein de la Fondation Remake les différents projets soutenus. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est tenté, on voit beaucoup de dossiers, on voudrait peut-être aider, saupoudrer entre guillemets. Vous avez choisi de vous concentrer justement sur certaines actions ciblées. Oui, alors en fait, plutôt que de saupoudrer, on a voulu axer nos dons sur quelques projets associatifs et puis aussi se dire qu'on ne va pas forcément choisir les très 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 grosses assos, mais on va aider des associations de taille moyenne, voire très petites. Et l'idée, c'est pas uniquement de financer un projet associatif, ce qui est souvent le cas dans la philanthropie privée française, mais aussi d'aller financer des frais de fonctionnement. Donc ça va être par exemple aller financer le salaire d'une assistante sociale ou d'aller financer tout simplement une imprimante, des locaux pour aider l'association à se développer. Oui, parfait. Et effectivement, des fois, quelques milliers d'euros peuvent faire tout à fait la différence, surtout sur des petites structures. En tout cas, on salue cette initiative Fondation Remake. On espère que ça donnera peut-être des idées à d'autres acteurs des SCPI. Ils sont nombreux en France. Merci Hélène Deb. Je rappelle que vous êtes donc présidente de cette Fondation Remake et aussi directrice du marketing, la communication et associée de Remake. À très bientôt dans Smartimo. Merci beaucoup Fabrice.